Bienvenue dans ton Yann et Frank. Ben oui, c'est Joey, c'est pas Frank. On s'amuse avec Joey cette semaine. D'ailleurs, très bonne première hier. Dans les chiffres, ça paraît même pas que Frank est pas là. Il est maintenant facilement remplaçable. Frank, va falloir que tu penses à mettre un syndicat dans ce business-là parce que Je une, considère m'acheter une barbe prochainement. Là. ouais, une semaine de formation puis on t'a remplacé. Je veux pas être plate, là. Ah! Le nombre de fois qu'il me fait des bitcheries quand je suis pas là, pour bien que je me reprenne un peu. Hey, Joey, c'était un mental breakdown hier dans les médias avec Pierre Poilievre. C'était succulent. C'était fantastique. Mais il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de nouvelles parce que on a trouvé le tour de passer la journée sur les méchants partis politiques. Dans Jean Talon, il achète de la pub sur Meta, Joey! Joey! Ça n'a pas de bon sens! Ils ont mis 1000 piastres de pub, le PCQ! Ah non, c'est. On est vraiment dans les fonds de tiroir pour de la nouvelle. Si on peut même appeler ça une nouvelle, sérieusement. Ben ça, c'est une nouvelle complètement créée par TVA. Tu sais, je veux dire, les médias avec C18 se sont ramassés, qui ont été bannis de Facebook. Puis là, ils ont poussé les politiciens à vouloir faire un boycott. Puis là, on a dit, oh Ben, ouais, le gouvernement va retirer ses pubs, blablabla. Bla, bla. Puis là, apparemment qu'il y aurait des ententes entre les partis pour que les partis aussi fassent attention, blablabla. Bla, bla. Mais tu sais, c'est de la grande manipulation de Québécois, cette affaire-là. Là. ah oui, c'est du Québécois tout craché. Mais justement, ça fait en lien, je peux juste vous le montrer rapidement. C'était une nouvelle que j'avais sortie hier dans le National Post. Tu sais, on a parlé un petit peu. Là. Les journalistes québécois demandent au public de boycotter Facebook puis Instagram le 15 septembre. Won't happen. Bon, happen. C'est la Fédération des professionnels des journalistes du Québec qui pousse ça. Puis, il faut être solidaire. Puis, Ouais. ah non, c'est ça. Nice try, les amis. Nice try. On est plus Ah, là. son enfer. En même temps, c'est fascinant parce que de voir les partis politiques placer de la pub dans Jean Talon, tu sais, le PCQ, je pense que c'est le seul parti qui met de la publicité puis on peut pas les attaquer de rien dans le sens que les autres l'ont dit qu'ils Ouais, puis, participaient pas au boycott, qui étaient contre ces 18 de toute façon. Fait que, tu sais, à base, le PCQ, c'est définitivement le seul parti légitime à mettre de la pub sur Facebook. Mais on dirait que les autres sont là, crime. On peut pas laisser Facebook juste au PCQ, ça n'a pas de bon sens. Fait que, on va en mettre nous autres aussi. Fait que Québec solidaire, hypocrites comme ils sont toujours, eux autres, ils dénoncent le méta, puis ils veulent les boycotts, puis tout ça. Mais quand ça vient le temps de gagner une élection, par exemple, wow, attends une minute, j'ai besoin de mes publicités sur Facebook. ben, de l'autre côté, ils sont un peu entre l'arbre puis l'écorce, Québec solidaire, sachant que la majorité de leur électorat est très jeune. Donc, c'est très TikTok, très Instagram, très moins Facebook ces temps-ci, mais quand même, fait que leur dire de plus se servir des réseaux sociaux, ou du moins de ne pas faire de pub ou de booster leur publication, pour eux autres, c'est plus que se tirer dans le pied. Là. Fait qu'à la limite, tu peux comprendre QS, là, tu sais, d'une certaine façon. là. C'est comme si du jour au lendemain, sans vouloir faire En de fait. Joe. Ça va faire de Joe Plaque. C'est comme si le PCQ, on leur interdirait de faire des tournées des chambres de commerce. Là, tu dirais, ouais, ça aide pas, mettons. Là, tu sais. Non, effectivement. Puis, tu sais, le PQ, il s'amuse en disant, hey, nous autres, on a respecté l'entente. Puis, hey, un, vous lichez le cul à Québécois sans arrêt. Deuxièmement, tu sais, je veux dire, les publicités Facebook, effectivement, je suis pas sûr que c'est ça qui est la clé du succès pour les péquistes. Là. Je veux dire, eux autres, s'ils font une bonne tournée de salle de bingo, ils ont plus de chances de gagner cette élection-là. On s'entend. Écoute, tu nous as préparé deux victimes du jour. Il va falloir choisir entre une. Fait qu'on décolle le clip tout de suite. Oui. There's so much potential for beauty and for devastation. Fait que j'ai deux choix pour toi, malgré que je suis pas mal certain lequel que tu vas choisir, mais c'est quand même succulent. Le premier, c'est un maire de la Californie qui organisait un bingo fundraising pour sa campagne et on le voit se faire spanker, se faire taper ses fesses par une drag queen.
OK, ouais, OK. Ouais. Et le deuxième, ça c'est tout chaud de ce matin. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mon Dieu, c'est trop malade. Un article du Devoir. Un quartier de Lévis bousculé par la densification face au silence du parti au pouvoir. Fait qu'il y a des Ah, citoyens de Lévis. c'est ça, je veux. Conte-moi ça. C'est ça. En fait, c'est des citoyens, certains citoyens dans le coin de Saint-Nicolas. Écoutez, je vais partager l'article, ça va. On va Donc, faire dans un petit l'ouest changement. de la ville de Lévis. Ouais. Et voilà. Donc, c'est ça, un quartier bousculé de Lévis pour la densification face au silence du pouvoir. OK. En fait, c'est que c'est ça. Je peux le lire. Là. La densification tout azimut de Lévis crée des tensions dans un quartier de maisons unifamiliales de Saint-Nicolas, où des immeubles de 3 étages sortent de terre à seulement quelques mètres des cours arrière. Les propriétaires affectés tentent d'obtenir une explication de la ville depuis plus d'1 an, mais peine perdue. Aucun élu n'a daigné leur répondre depuis août Mais 2022. là, on parle d'immeubles de 3 étages. C'est pas les grandes tours à condos. C'est vraiment des genres de quadruplex ou quintuplex ou quelque chose comme ça. Là. C'est ça, ils n'habitent pas à côté du centre des congrès, mettons. Là. OK. Je sais c'est dans quel coin, à peu près. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'unifamiliales dans ce coin-là. Mais écoute, 3 étages, je vois pas ça comme étant bien problématique, honnêtement. Là. Ben c'est ça, gars. Ça continue. Depuis l'achat de sa maison en 2014, Jean-François Bélanger et sa famille jouissaient d'une vue imprenable sur le fleuve et les ponts de Québec et Ville-la-Porte. OK, mais ça c'est vrai que ça peut avoir une valeur sur la valeur marchande de la maison, dans le sens que tu avais une vue sur le fleuve et là, tu n'as plus de vue sur le Ben, fleuve. il en parle plus tard dans l'article, en fait, c'est que de ce que je vois, parce que c'est plus bas, je l'avais lu ici quelque part, c'est ça. Pour couronner le tout, parce que c'est pas le seul, il y a de plusieurs autres résidences qui sont victimes de ça. Pour couronner le tout, les résidents de la rue de la Corniche affectés par la construction de l'édifice ont vu leur évaluation foncière bondir de 80 000 cet été. Ça représente un calcul d'environ 800 pièces de plus sur leur compte de taxes municipales. Ouais, ça, j'ai des petites nouvelles pour eux autres. C'est arrivé à tout le monde à Lévis. Là. Ouais. Écoute, je pense que ma valeur foncière a augmenté de 20 quelques pourcents de mon côté. Puis, tu sais, évidemment, il y a eu un ajustement de taux de taxe, mais ça a fait que mes taxes ont bondi de 10% pareil. Là. Et puis, OK. mes poubelles sont tellement à mieux ramassées depuis que je paye 10% de plus de taxes municipales. C'est incroyable. Mon gars, son ça à coche. C'est incroyable. Les services ont augmenté. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Ben, ça continue. Écoute, regarde, je prends une citation ici. Mais de ouais, monsieur- je comprends son point de dire, OK, on a perdu de la valeur parce que notre vue sur le fleuve est maintenant obstruée. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas une garantie d'avoir une vue sur le fleuve si t'es pas directement sur la rive. Là. C'est ça. Ben, tu vas voir par la suite, on est vraiment dans le retraité Jacques et Louise, ça scrape la quiétude un peu. Là. Dès que j'ai vu monter ça, j'ai eu envie de mettre la clé dans la serrure et de m'en aller. L'intimité s'est terminée pour nous, déplore Jean-François Bélanger. Je n'ai plus aucun désir de rester ici, mais présentement, c'est invendable. Combien de dizaines, voire des centaines de milliers de dollars je vais perdre si je vends ma maison? Il va y avoir 24 portes patios qui vont donner sur notre terrain. Ayant une dizaine d'arbres. Avant, une dizaine d'arbres se dressaient sur le terrain vacant situé derrière les résidences. Il n'en reste que plus que des souches. Il y avait probablement un arbre centenaire là-dedans. Ben le, là, tronc franchement, là. le tronc devait faire au moins 6 pieds de diamètre. Non, mais t'as peu, là. Je veux dire, on s'empêchera pas. Si t'es à Lévis, t'es sur le bord des ponts, on s'empêchera pas de construire parce qu'il y a un arbre centenaire, là, sacrifice. Là. Hey, mais, OK, fait que dans le fond, je commence à voir un peu c'est quoi l'immeuble. Là. Fait que c'est 3 étages avec 8 Ouais. logements chaque. On OK, voit on un le peu, voit un là. peu en arrière. Là. C'est Fait que ça. c'est pas une tour à condo parce que c'est juste 3 étages, mais c'est un bon bloc. Là. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle construction, puis c'est vraiment. En tout cas, je connais pas la grosseur du meuble, ça l'a quand même fait sur le large pas mal. Là. Mais Mais en on fait, parle de projet de facilement, mettons, 400 000 l'unité. Parce que dans ce coin-là, là, c'est UP, là, dans ce coin-là de Lévis. Mettons 400 000 l'unité, tu en as 24. C'est plusieurs millions de dollars l'investissement. Là. absolument. Puis c'est ça, eux autres, de ce que je peux voir, c'est qu'ils ont essayé de contacter du moins leur conseiller municipal ou la mairie tout court depuis 1 an, puis ils n'ont jamais eu de retour d'appel là-dessus. Puis l'article finit ainsi, encore d'une citation de M. Bélanger. Je ne suis pas du tout contre le développement. Oui, Au tu l'as dit. contraire, mais je suis contre le n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Oui, mais c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. On nous dit, oh non, on n'est pas contre le développement, mais, non, si tu mets un mais, t'es contre.
C'est comme, je suis pas raciste, mais Mais j'allais le dire, c'est ça. ça. Oui, tu l'es. Tu sais, à un moment donné, c'est tout le temps la même rengaine dans ces affaires-là. On manque d'unités d'habitation. Le prix des maisons est trop élevé. Tu sais, il dit qu'il va perdre 100 000 sur sa maison, tout ça à cause de la vue, mais name it, mais la ville de Lévis se développe à vitesse grand V. Si vous pensez que vous habitez présentement à Lévis et il n'y a aucune possibilité que votre voisinage change dans les prochaines années, vous êtes vraiment dans un pays de licorne. Mais non, c'est quoi, la ville est quasiment triplée de population en 15-20 ans à peu près? Je ne sais pas si ça a triplé, mais chose qui est sûre, c'est une des villes qui se développe le plus rapidement. Ah ouais, c'est énorme, là. Tu sais, quand tu viens du côté plus Desjardins, plus à l'est de la ville de Lévis, tu as vraiment beaucoup de grues présentement qui sont en construction. Il y a même un immeuble commémoratif à la CAQ qui est en train de se construire, ça s'appelle le Fitz. À toutes les fois que je passe en avant, ça me fait rire. Ah, le Fitz s'en vient ici. Tu sais, là, je crime. Pas assez de le voir dans les nouvelles tout le temps, Fitzgibbon. là, Y a-t-il une statue de lui qui roule sa moto, là? Vous comprenez que ça n'a pas de lien. Là. Oh my God. Gros building à Lévis. On m'a mis dedans après les élections. Pogne le penthouse en haut. Isabelle, ouais, on va être content d'Isabelle. Bon. Ah. Hey, fait que hier, côté médiatique, ça a été assez spectaculaire. On a vu vraiment, quand on parle de meltdown, là, c'était incroyable dans le sens que tu avais fait un montage avec les ministres libéraux pendant la fin de semaine. On a vu tous les journalistes et les chroniqueurs rentrer en ondes. On a vu Paul Arcand attaquer Pierre Poilievre, justement. Puis là, les gens capotent, mais ce qui m'a fasciné, c'est vraiment voir la qualité des arguments. On a l'impression que j'ai vraiment eue hier, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes et chroniqueurs qui n'ont jamais pris Pierre Poilievre au sérieux. Puis là, ils viennent de réaliser qu'il y a... Reality check, là. Oui, ils viennent de réaliser qu'il y a une chance de gagner pour de vrai. Ils viennent de réaliser qu'il est bon aussi. Le fait qu'il a été bon en français, j'ai l'impression que ça les a fait freaker out parce que là, ils ont dit aïe, aïe, attends un peu, là, c'est parce que le concurrent Justin Trudeau s'exprime mieux en français que Justin Trudeau. C'est ça, sa femme aussi, la femme à Poilievre aussi, qui a fait beaucoup. Fait que, ils réalisent tout ça, puis ils sont dans une position où est-ce qu'ils se mettent à l'attaquer, mais en connaissant pas le gars. Fait que, tu sais, évidemment, ils ont sauté sur l'affaire, la proposition sur le transgenrisme des mineurs, qui ont sauté là-dessus à pied devant, mais la principale attaque qu'on voyait, c'est « Hey, il y a des choses bien plus importantes à s'occuper, comme l'inflation. » Là, tu es là, tu dis « Voyons, est-ce que vous nous niaisez, j'espère? » Là, vous parlez d'inflation, là? Really? Ouais! Exact. S'il y a un gars qui parle d'inflation depuis vraiment longtemps puis qui a vulgarisé le sujet depuis vraiment longtemps, c'est Pierre Poilievre. Là. Puis là, vous vous dites que le fait qu'il défocus les nouvelles vers les affaires transgenres puis qu'il parle pas d'inflation, c'est un crime grave de son côté. Êtes-vous fucking serious, là? C'est incroyable. On parle du même gars qui avait critiqué la Banque du Canada pour la hausse des taux d'intérêt, que tous les médias au grand complet le traitaient de tata, puis qui dit qu'il était anti-institution, qui en bout de ligne, l'avenir lui aura donné raison. Je n'ai même d'excuses les médias pour ça. Par contre, le meltdown médiatique, Yann, j'ai pris le temps d'écouter pour le fun, par pure curiosité, les mordus de politique avec Sébastien Bovet puis Patrice Roy à Radcan hier. Étrangement, je pense que c'est peut-être le seul îlot que c'était quand même pas mal moins meltdown. Je suis quand même surpris. Tu avais Jean-François Lisée, puis même Michel Courchaine, puis bien évidemment Dimitri Soudas. On s'entend qu'ils ont peur à leur financement du côté de Radio-Canada quand Pierre Poilievre risque d'être élu. C'est une des grandes craintes du côté des radios canadiens. Savais-tu que la proposition pour défendre CDC a été refusée? CBC, oui, effectivement. CBC. Il y a une logique derrière ça. Je pense pas que c'est gagnant d'aller attaquer Radio-Canada pendant les élections, ainsi de suite. Parce qu'on sait qu'est-ce que ça fait. Je veux dire, ça leur a coûté l'élection en 2015, carrément. Là, quand Justin Trudeau... C'est pas que le PCC voulait défonder CBC, c'est beaucoup plus que Justin Trudeau leur a promis 400 millions. Rappelez-vous l'élection de 2015, c'est quoi qui s'est passé, là? De Justin Trudeau et Thomas Mulcair qui sont au coude à coude et qui se battent pour le rôle de chef de l'opposition. Harper se fait élire relativement facilement. Trudeau sort un lapin de son chapeau. Il arrive et dit 400 millions pour Radio-Canada. C'est capoté pareil, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Et du jour au lendemain,
Tom Mulcair est devenu quelqu'un qui Méchant. n'était pas vraiment intéressant pour les médias. Parce que ça, c'était dans le temps que le NPD allait vraiment bien. On a commencé à voir des photos de Tom Mulcair vraiment plus avec l'air Mossad, des choses comme ça. Et on s'est mis à encenser Justin Trudeau du côté de Radio-Canada très rapidement. Puis, c'est ce qui nous a donné un changement de premier ministre en 2015. Fait que, tu sais, il ne faut pas penser que Radio-Canada n'a pas d'impact dans cette histoire-là. Fait que, tu sais, si les conservateurs arrivent et disent, écoute, on va définancer Radio-Canada, CBC, tu es dans une position où tu te dis, écoute, tu vas te tirer dans le pied pour la prochaine élection, c'est sûr, parce qu'ils ont un impact sur les campagnes électorales et ils aiment avoir un impact. Ah ouais, c'est les gardiens du temple, malheureusement. C'est ça. C'est bien difficile là-dessus. Ben non, c'est ça. Même Jean-François Lisée, il avait été impressionné par le discours de Poilievre, puis même sa femme aussi, puis toute la gang. C'est ça, un peu comme tu dis, la majorité ont pas mal été pris de court. Autant qu'il y en a qui ont encore eu certaines critiques là, par rapport justement à l'affaire des transgenres et tout, mais en général, même tout le monde, et même, je pense que c'est Dimitri Soudas qui parlait, il y avait un article, peut-être qu'il faudrait que je le retrouve, dans le Toronto Sun. C'était littéralement des députés libérales de Trudeau qui se nommaient là, dans les articles puis qui critiquaient ouvertement Trudeau lui-même dans des articles de journaux du Toronto Sun, à quel point ils sont à bout dans le caucus, puis que justement, là, Trudeau, ça fait 2 jours qu'il était pogné en Inde, là, il a fini par repartir, fait que les réunions du caucus des prochains jours ne seraient pas trop le fun pour lui, j'ai l'impression. Ben écoute, l'affaire de Trudeau pogné en Inde, t'as l'impression quand même que c'est un peu louche ce qui s'est passé là-bas. T'sais, rappelons-nous, il y a un voyage de Justin Trudeau il y a quelques années où est-ce qu'il a carrément ridiculisé le pays d'une certaine façon, puis avec ses déguisements et tout ça. Moi, j'ai toujours eu dans la tête que ça avait passé un peu croche en Inde, ces affaires-là. C'est vrai. De ce qu'on comprend, c'est que son voyage n'a pas bien été, premièrement. Il n'a pas été accueilli comme un sauveur là-bas au niveau du G20. Il a eu l'air assez insignifiant. Puis, compte de malheur, son avion ne décolle pas. Tu es obligé d'aller le chercher avec un avion militaire. Ah non, il y a même plusieurs médias qui tu sais, avec puis il dit coudon, il dit Poilievre, il lève, puis il décolle à Québec, tandis que Justin Trudeau, il va capable de décoller en Inde pour tourner au Canada. Il y en a plusieurs qui ont vu de la prémonition ou des signes quasiment avant-coureurs. Là. Il y avait un exemple, je ne sais pas trop quel politicien qui nommait, mais il dit qu'à un moment donné, il y avait un politicien canadien qui, avant sa défaite, il avait comme perdu ses bagages dans un voyage au Moyen-Orient, ou je ne sais pas trop quoi. Là. Je ne sais plus trop c'est qui, mais en tout cas, il disait que c'était comme c'est comme des signes en politique un peu ésotériques que tu dis c'est le début de la fin. Là, mais en même temps, Ruth Hélène Brosseau a quand même été à Las Vegas au début de sa campagne électorale et elle avait gagné. C'est ça. Faut pas trop... C'est la raison pourquoi, mes chers amis, l'astrologie, je ne check pas ce qu'ils disent sur mon signe astrologique dans le journal le matin. Tu sais. Ouais. Faut-tu être geek politique pareil pour se rappeler de cette anecdote-là de Ruth Hélène Brosseau? Ah, mais c'était quelque chose quand même. Hein, tu sais, déjà que la vague orange, personne s'y attendait. Oui puis non, mais c'est vrai qu'elle, sur le coup... Puis le pire de ça, c'est que si elle aurait été vraiment incompétente, tu dis OK, ou une plante verte, mais elle s'était quand même bien débrouillée comme députée NPD. C'était la surprise. C'était la surprise, honnêtement, parce que, tu sais, c'était une parachutée. Là. Elle était dans le staff du NPD à Ottawa. Elle avait été parachutée là. Au début de la campagne électorale, elle était en vacances. Tu sais, elle n'était pas censée se faire élire. C'était quoi? C'était Brome-Missisquoi, je pense, quelque chose de Masquinongé. Ouais. Elle n'était pas censée se faire élire, puis elle s'est fait élire. Mais honnêtement, elle a pris sa job au sérieux, puis c'est une des rares qu'on peut dire qui a respecté le rôle d'un député au Parlement, puis elle a fait sa job comme du monde, puis elle s'est transformée en une des bonnes députées du NPD au fil du temps. C'est ça qui a été vraiment surprenant. Fait que, tu sais, des fois, on chiale tout le temps qu'ils sont incompétents, qu'ils sont pas bons, qu'ils sont narcissiques ou peu importe. Puis quand tu arrives, tu te dis quelqu'un qui n'était pas censé être là, qui s'est ramassé out of nowhere, qui s'est ramassé député, puis tu ne comprends pas pourquoi, c'est complètement inexplicable. Ben, elle a fait une bonne job, pareil. Fait que c'est pas impossible de faire une bonne job comme député. Ça, c'est la preuve de tout ça. C'est juste que dans le processus normal de sélection, peut-être qu'on tombe pas assez souvent sur des Ruth Hélène Brosseau. Peut-être qu'on tombe un peu trop sur des êtres narcissiques, malheureusement. Genre des Alexandre Boulris, genre. Ouais. Parce que perso, à la dernière élection fédérale, je pense que c'était une des seules candidates NPD que je voulais qu'elle se fasse réélire, c'était Ruth Hélène Brosseau. Tu sais. La grande majorité, c'est pas trop tripeux d'eux autres, là, mais non, c'est ça. Fait que. Fait que là, tu as répété l'expérience de nous préparer un montage de quelques minutes. Oui, ça par contre, je tiens à préciser, ça va dans la section Patreon. Parce que okay. je fais ça, je vous dis ça aux auditeurs en avant-première. J'ai décidé de faire un genre de topo spécial Trudeau et l'Inde. J'ai fait un montage
un petit peu humoristique dans sa nature, mais pas mal moins que celui d'hier. Quand même, c'est pas mal plus informatif. Mais oui, celle-là, ça va être dans la section Patreon qu'on va jaser de ça. Présentement, ben, regarde, pas le choix d'en retourner un peu sur encore des ministres libérales qui continuent de jaser, mais au moins, on est certain à cette heure, parce que Jean-Yves Duclos, Vax pour les intimes, a sorti dans les médias pour nous dire que si Poilievre est élu, le méchant gars, ça se peut que le tramway ne se fasse pas à Québec. Merci Jean-Yves. Merci de nous confirmer pour qui je vais voter aux prochaines élections. Hey, mais ça, c'est spécial parce que, premièrement, c'est faux. OK? Première des choses dans tout ça, c'est faux. Il n'a jamais été question de ne pas faire le tramway avec Pierre Poilievre. Deuxièmement, admettons que tu arrives et tu veux sortir ça comme épouvantail. Tu sais, tu te dis comme côté stratégie, l'objectif, c'est assez simple. C'est tu dis, je veux enlever des électeurs aux conservateurs pour les faire voter libéral. Dans le contexte que 60% de la population ne veut rien savoir du tramway à Québec. Pas plus que ça, même. Selon Ben, les sondages. si on prend un des derniers sondages, j'avais 60% en tête. 60% des gens ne veulent rien savoir du tramway. Puis, il y a peut-être genre 35-40% des gens qui sont prêts à voter conservateur. Dans quel monde Jean-Yves Duclos vit pour penser que de se faire cette sortie-là va les aider à conserver des votes chez les libéraux et n'enlever aux conservateurs? Ça n'arrive pas dans la tête de personne, cette affaire-là. Là. Non, puis tu vois qu'ils sont déconnectés. Même, je me demandais, justement, quand je faisais le montage avec les ministres, OK, là, ils ont envoyé, je comprends, là, tu sais, Pablo Rodriguez, je pense que c'est toujours le lieutenant du Québec ou tout comme ça, mais pour le reste, tu sais, sont où les députés locaux? Justement, là, Duclos est sorti, mais il était où? Ils sont où, Joël Lightbound, puis les rares libéraux de Québec, pour venir, ils sont à côté, c'est leur comté, tu sais. Là, Duclos, ils l'ont sorti hier pour dire que, justement, je l'ai sais ici, là. Il qualifie le chef conservateur d'arrogant, d'insolent et d'incompétent. Quel odieux sorti de M. Poilievre. À peine atterri à Québec, il s'est mis à insulter tout le monde. Il a traité M. Legault et son gouvernement d'incompétents. Il a traité le M. Marchand et toute la ville de Québec d'incompétents. C'est arrivé quand, ça, au juste? Hein? Hier, ça. Non, mais c'est arrivé quand qu'il a traité Legault puis Marchand d'incompétent? La déclaration qu'il a faite, c'est, je pense, son premier jour qui est arrivé à Québec, je pense, à la veille du Congrès. Il avait dit, et là, je paraphrase ici, que le fédéral, son gouvernement à lui, va financer uniquement des projets de transport collectif ou des projets qui sont bien gérés, puis qu'il n'y a pas de dépassement de coûts, puis pas gérés par entre guillemets, des politiciens incompétents. Okay. Donc, là, le go, la joke, c'est que lui, il a répondu, mais c'est que là, Marchand a dit, ça n'a pas de bon sens. Le go a sorti en réponse, puis il a dit, ben, il parlait pas de nous autres, c'est un projet de la Ville de Québec. Pour une fois, le go était plus intelligent que d'autres. Marchand est trop émotif dans des questions comme ça. C'est ça qui est le problème avec lui. Fait que Marchand, il y a un piège qui a été tendu au sol, puis il a sauté dedans. Là. Bon, sans surprise, là. Le gars est tellement émotif, tu vois clairement qu'il n'est plus en contrôle de la situation du tout, là. Ah non, le tramway, c'est un mauvais sujet pour les libéraux. D'essayer de défendre ce train électrique-là, honnêtement, ça ne te fera pas garder des votes dans la région de Québec. C'est un projet qui est hautement discutable, qui n'a pas été... Moi, je ne peux pas dire que ce projet-là est démocratique. Ça a été initié dans un contexte qu'on nous disait qu'on ne voulait pas de tramway avec Régis Labombe. Ça a été continué sous Marchand avec apparemment 10 modifications qu'elle allait faire, puis éventuellement qu'on n'a jamais su c'est quoi les modifications, puis c'était de la poudre aux yeux. Puis tu es vraiment dans un contexte que ce projet-là n'a jamais été avalisé par la population d'une certaine façon. Jamais. Puis on va de l'avant, puis on va de l'avant, puis on va de l'avant. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre avec ce projet-là, c'est qu'on essaie de refiler une facture au fédéral. C'est que ça. Là. Le projet du tramway, ce n'est que ça. C'est que la Ville de Québec essaie de refiler une facture au fédéral pour refaire ses égouts, pour refaire sa tuyauterie. Grosso modo, là, ses aqueducs et tout ça. C'est ça la game depuis le début. Là. Puis normalement, le fédéral ne finance pas des projets d'égouts, puis d'aqueducs, puis d'affaires comme ça. Fait que c'est pour ça que l'histoire des dépassements de coûts est extrêmement importante dans cette histoire-là. Parce que quand ils arrivent et qu'ils vont approuver le projet du tramway, les dépassements de coûts qu'on va avoir, ça va être pour faire des travaux extra qui n'étaient pas nécessairement en lien avec le tramway. Là. On veut avoir un trou noir avec un peu une carte blanche pour être capable de domper n'importe quelle dépense de rénovation qu'on devrait faire dans ce secteur-là de la ville, de la Haute-Ville, parce que les infrastructures sont désuètes. Puis on essaie de refiler la facture à quelqu'un d'autre. C'est odieux comme manière de travailler, mais c'est ça qu'on essaie de faire avec le tramway de Québec. Le train électrique n'a pas rapport dans cette histoire-là. C'est vraiment d'autres choses.
Puis on peut comprendre à quel point le taux de cynisme, peut-être plus au niveau de la ville de Québec, mais en général dans la population, à quel point il est de plus en plus ambiant. Ça fait tellement orwellien, 1984, d'un projet comme on compare souvent le troisième lien puis le tramway, mais le troisième lien, tabarouette, le monde l'ont demandé. Ça a commencé avec Gilles Laouillet, puis la population. Puis oui, il y a eu Radio X qui a moussé ça pour leur donner un porte-voix, mais ça reste que ça a commencé, comme on dit aux États-Unis, from the ground up. C'est vraiment commencé, ce qu'on appelle un grassroots movement, là, un mouvement enraciné qui a commencé par en bas. C'est le même, ça a marché. Puis c'est pour ça que les médias, j'en ai parlé souvent, puis je pense qu'on avait même jasé. La raison pourquoi les médias haïssaient le projet, c'est pas parce que nécessairement ils tripaient ou tripaient pas ces ponts, c'est parce que c'est pas eux autres qui ont donné l'idée dans la tête des politiciens en premier lieu, c'est la population. Ils les ont bypassés puis ils n'ont pas su l'accepter. Ils disent hey, c'est nous autres qui disent aux politiciens quoi faire. Va t'en faire, le peuple va vouloir faire ça. Fait que tu as la population qui approuve ce projet-là, qui élise un parti au pouvoir majoritaire comme c'est pas possible pour qu'il le fasse. Ils font volte-face puis ils décident de ne pas le faire. Même on a su que c'était arrangé que le gars des vues pour pas qu'il le fasse. Mais un projet qui a été jamais consulté, arrangé avec des lobbies puis des Ah, c'est neptunien, là. Neptunien, ça, ah oui, dépassement de coût, let's go, super beau projet, taux d'appréciation en bas de 50%, ah, c'est pas grave. Tu dis, what the fuck, tu sais. Puis juste, tu parlais des financements pour les villes. Il y a 2-3 jours, il y avait je pense que c'était le congrès de l'Union des municipalités du Québec, une affaire comme ça, là. Là, tu as les villes qui ont voulu. Ils veulent des nouvelles taxes, eux autres, c'est l'enfer. C'est ça. Ils ont demandé de renégocier le pacte fiscal avec le provincial. Le go, il a dit tout de suite non, oubliez ça. Ça ira pas avant 2024-2025, tout ça. Parce que là, l'argument, c'est, tu sais, ça nous prend des nouveaux budgets pour faire face, nous, les municipalités, aux effets des changements climatiques. Hein. Ah non, c'est sérieux, là. J'ai sorti 2-3 petites nouvelles. J'en ai une ici qui m'intéressait. Plus de 240 professeurs d'université contre la réforme Drainville. Projet de loi 23. C'est pas quelque chose qu'on a entendu parler énormément. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un vraiment s'y opposer là, dans les médias ou en tout cas qui frappe mon attention. C'est quoi qu'ils voulaient réformer au niveau universitaire de Drainville? C'est pas universitaire, c'est vraiment au niveau des écoles, mais c'est des universitaires qui s'opposent. Oh my God. Le projet de loi, écoute ça. Le projet de loi 23 prévoit notamment la création de l'Institut national d'excellence en éducation, INEE. Cet organisme permettra de regrouper en un seul endroit les meilleures pratiques pédagogiques afin d'aider les enseignants à être encore plus performants. Là, cette idée-là, apparemment, là, la consultation que Drainville a faite, ça va révolutionner les écoles du Québec. Genre Santé Québec, mettons. C'est l'équivalent de l'éducation de Santé Québec. À un moment donné, la culture politique, la culture économique des Québécois, il va falloir qu'elle s'améliore. Là, parce que normalement, ce genre de projet-là, ça devrait être d'office rejeté haut la main. Pourquoi? C'est une centralisation qu'on essaie de faire. Grosso modo, là, c'est de créer un organisme, remplir ça de fonctionnaires qui vont se mettre avec les petites barbichettes ensemble à étudier les meilleures pratiques, puis on va adopter les meilleures pratiques pour toutes les écoles du Québec pour éventuellement amener une standardisation dans chacune des écoles du Québec. Donc, c'est une centralisation des méthodes d'enseignement qu'on essaie de faire là. By the way, le ministère de l'Éducation, il existe encore. C'est déjà ça qui est l'objet central de tout ça. Mais là, on veut créer une autre structure. Donc, nouvelle structure, plus de fonctionnaires, moins de profs dans les écoles. Les postes de ce type-là vont être occupés par des anciens professeurs, des gens de 40 ans qui vont appliquer sur ces postes-là, qui vont obtenir le poste et qui vont arrêter d'enseigner à nos enfants pour aller étudier les meilleures techniques pédagogiques éventuellement disponibles sur le marché et décider qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde et après ça, s'assurer que ça soit appliqué partout. La réalité, l'innovation, ça passe par l'essai et l'erreur. Si vous voulez des écoles qui sont innovantes, ça prend des écoles qui sont décentralisées pour que les professeurs aient beaucoup de liberté à l'intérieur de leur classe, essaient naturellement beaucoup de techniques d'enseignement. Compétition entre les écoles. Oui, exactement. Qu'il y ait des succès, qu'il y ait des échecs. Vous pouvez être sûr d'une chose, si on amène plus de compétition au niveau des écoles, les méthodes qui fonctionnent vont être facilement copiées dans les autres écoles. Les techniques qui n'auront pas fonctionné vont être facilement éliminées et ne seront plus réutilisées. Donc, si tu veux innover dans l'enseignement, tu dois favoriser une décentralisation. Tu dois favoriser l'innovation en testant des tonnes et des tonnes et des tonnes de nouvelles techniques et en retenant naturellement, laissant le marché retenir naturellement qu'est-ce qui fonctionne ou pas. La centralisation avec des barbichettes, des fonctionnaires, des fonds de pension,
Ça ne fonctionnera pas. Non, c'est le Made in Québec. Tu sais, le terme décentralisation n'existe pas dans le vocabulaire politique québécois. Au moins, tu dis, ah, mais Dubé, il veut couper des affaires. Ouais, mais le problème, c'est que c'est statu quo parce qu'il coupe une partie, puis il en rajoute ailleurs à une autre place en créant une nouvelle petite société d'État ou un nouveau conseil d'administration. Fait que c'est soit à coût nul ou on augmente. Tu sais, moi, c'est ce que j'appelle dans mon jargon personnel le paradigme Ginette Renault. Là. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Ben, c'est ça. Le Québec, c'est toujours ça. Toujours plus de fonctionnaires, toujours plus de gouvernement. Jamais, on baisse jamais. Ben non, l'État, c'est les Québécois. T'es contre les Québécois si tu veux faire ça. Voyons donc, couper des emplois de qualité, là. Ah, Voyons ouais. donc. La réalité, c'est que si on veut décentraliser, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on veut faire confiance aux enseignants, on veut leur donner une liberté d'action dans leur classe, on veut que les méthodes d'enseignement viennent d'eux-mêmes et non pas des barbichettes en haut. Tu sais, à un moment donné, c'est le genre de choses qu'il va falloir qu'ils soient intégrées, non pas juste par des podcasters sur le web, mais également par les enseignants eux-mêmes et également par leurs syndicats. Mais malheureusement, leurs syndicats sont tellement centralisés qu'ils ne voient pas des choses comme ça. Dernière petite nouvelle rapidement, Oui. puis on va continuer à en jaser sûrement sur Patreon, celle-là. Ça passait un peu inaperçu, c'est Rebel News. On sait comment ils sont. Rebel News sont assez saucés de Ils sont temps en coqués. temps. Eux autres, Ezra Levant, dans le fond, grosso modo, apparemment, ça serait fait bloquer sur un compte Twitter de Stephen Guilbeault. Puis on parle du compte Twitter officiel de son ministère. Donc, il a décidé d'aller en cours face à Stephen Guilbeault. Ça fait 2 ans que ça dure. Pour dire, écoute, il nous coupe les nouvelles de son ministère. Ça n'a pas de bon sens. C'est un organisme public. J'ai pas d'affaire à être bloqué sur Twitter. C'est pas son compte personnel, blablabla. Ils ont débattu leur point en cours et ils sont venus à une entente avec la gang de Stephen Guilbeault. Puis le gouvernement a mis des ressources pour se battre contre Rebel News. By the way, là, il y a eu des tonnes d'avocats là-dedans. Combien Mais d'argent en bout de public ligne, ça nous a coûté? ça finit avec un settlement qui oblige le déblocage de Rebel News, qui oblige le déblocage d'Ezra Levant, qui oblige également le ministère à verser 20 000 $ à Rebel News pour compenser pour les frais d'avocat. Ezra dit de son côté que c'est moins que ce qu'ils ont réellement dépensé. Peu importe, ça, c'est pas important. Mais la game, c'est que il y a eu une démonstration à quelque part que un ministère comme ça ne peut pas bloquer qui veut sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas couper l'accès à un média de ce type-là. Parce que ça, c'est quand même assez important pour le média indépendant. Parce qu'on voit qu'est-ce qui arrive avec Rebel News. Ils ont de la difficulté à rentrer dans les conventions du Parti libéral. Ils se font mettre à la porte de plusieurs événements du gouvernement. Fait qu'à un moment donné, il faut également prendre pour acquis qu'il faut les traiter aussi comme des journalistes parce que c'est ce qu'ils sont. Que vous n'aimiez pas leur style, que vous n'aimiez pas leur façon de traiter la nouvelle, en bout de ligne, ils produisent de la nouvelle quand même. C'est des journalistes en bonne et due forme. C'est ça, c'est des journalistes donc décomplexés, j'appellerais ça comme ça. Puis est-ce que des fois, ils sont un peu saucés ces barres, puis tu te Oui. dirais, ouais, oui. Mais personnellement, tu vas rire. Est-ce que je voudrais que tous les médias soient comme ça? Non. Tu sais, ça prend des médias plus neutres, quand je dis plus neutres, vraiment plus. Ah, puis venez pas me faire grave. accroire que les Québécois sont pas saucés de temps en temps. Là. Oh, oui, c'est ça, ils sont soucis de à l'USO, ça, eux autres. Mais tu sais, des fois, ça en prend, mettons, s'il y a une dizaine de journalistes, ça en prend un qui est coquille dans la gang, qui ose, tu sais, taponner. Il faudrait pas que les 15 le fassent, parce qu'à un moment donné, ça n'aurait plus de valeur, puis ça n'aurait plus de bon sens. Mais qu'il y en ait au moins un ou deux qui osent pousser plus loin, puis qui n'est pas gêné de se faire rebrouer, ben, je pense que c'est sain d'une démocratie, qui soit de gauche ou de droite, là, tu sais. Exactement. Écoute, on continue sur Patreon. Comme tu nous disais, ton montage vidéo, c'est là qu'on va l'avoir. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis, on se revoit demain.